avec une habitude et des façons de consommer différentes. Donc il faut s'adapter à ça, il faut que les entreprises aujourd'hui s'adaptent à cette nouvelle donne-là. Et on parle de 1 habitant sur 3 dans le monde en 2020 sera sur le continent africain. Donc le pourcentage de personnes connectées aujourd'hui aussi n'arrête pas d'augmenter. On en a parlé. On a plus de 350 millions de smartphones aujourd'hui en Afrique. Chiffre intéressant aussi à voir. Et on a 8 Africains sur 10 qui se connectent via le téléphone mobile. Donc le téléphone mobile prend une place de plus en plus importante dans la société, que ce soit en Afrique ou dans l'Afrique. Et enfin, dernier chiffre intéressant aussi que je souhaitais partager avec vous, c'est le nombre de transactions journalières mobile money. En Afrique, c'est plus de 33 millions de transactions. En Côte d'Ivoire, on parle de 17 milliards de flux qui échangent de façon quotidienne. C'est des chiffres vraiment intéressants à voir. Et tous ces chiffres vont continuer à augmenter dans les années à venir. Alors, quelles sont les mutations profondes qu'on observe? La première mutation, on en a parlé hier, c'est les usages des clients. On est dans une tendance où c'est mon véhicule. First, on veut consommer à la demande. Hier, on va parler de e-viewing. On est dans l'instantanéité. Le client ne souhaite plus attendre. On a de nouvelles technologies qui émergent et pas mal de nouveaux acteurs. Hier, on a parlé de MUMA. On voit qu'il y a pas mal de startups aussi dans la salle. Donc, qui viennent discuter. On a l'avènement aussi du big data, des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle. On parle aussi de blockchain aujourd'hui. Toutes ces nouvelles technologies-là sont en train de redéfinir la donne. Et enfin, on a des nouvelles façons de travailler qui sont liées certes par une nouvelle génération, mais aussi par des modes de fonctionnement différents. On va parler de méthodes agiles, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et on parle aujourd'hui d'orientation plutôt agile. On est passé d'une orientation, hier on parlait d'orientation en silo, où on a chaque direction organisée avec ses procédures, à une orientation plutôt globale, où on va faire des petites équipes de 4 à 5 personnes pour travailler sur des sujets. Je rentrerai plus en détail sur ce point lorsque je ferai l'analyse entre entreprise traditionnelle et entreprise agile. Alors, ma définition, puisque ça va parler des business models disruptifs, ma définition des business models disruptifs, pour moi, c'est tous les business models qui sont rendus possibles grâce aux nouvelles technologies. Pour certains professeurs d'Harvard, tels que Clayton Christensen, le business model disruptif, c'est lorsqu'on arrête de surservir le client. Je vais prendre un exemple tout simple. L'arrivée des compagnies low-cost aériennes a répondu à un besoin simple. C'est que les grosses compagnies traditionnelles telles que Air France ou Emirates avaient des offres avec un siège, des bagages, un plat. Des compagnies low-cost sont arrivées avec une proposition simple. Je vous offre un billet d'avion, un siège. Si vous voulez manger dans l'avion, vous payez. Si vous voulez un deuxième siège, vous payez. Si vous voulez une valise supplémentaire, vous payez. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe de plus en plus et qui est en train d'interagir à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est vraiment intéressant de voir que tous ces nouveaux business models qui sont rendus possibles grâce à l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies-là. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de tous ces éléments-là. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques business models disruptifs. Même si hier on en a abordé pas mal déjà, donc il en reste encore un, rassurez-vous. Donc, les grands modèles de business models disruptifs sont classés en 3 grands domaines. Donc les premiers, je crois qu'on l'a abordé rapidement hier, c'est tout ce qui va être le modèle abonnement. Avec Netflix, Apple Stream, ou encore la musique de Apple. Je vais payer un tarif mensuel, tous les mois je vais payer, je crois, de 15 000 francs, et je vais pouvoir, à n'importe quelle heure de la journée, n'importe où me connecter et pouvoir consommer, soit un film, soit de la musique. Deuxième modèle intéressant, c'est le modèle premium. LinkedIn, Dropbox, Spotify, où je vais avoir une offre basique, gratuite. Et si je veux plus, si je veux des fonctionnalités en plus, je vais devoir payer pour ça. Troisième modèle intéressant aussi, c'est le modèle gratuit. Je pense que tout le monde a forcément un compte, soit Facebook, tout le monde a utilisé Google, mais c'est le gratuit. J'offre une proposition
commission gratuite, et autour, j'essaie de commercialiser de la publicité, des services additionnels, et je me rémunère comme ça. Quatrième modèle intéressant, c'est le modèle de place de marché, où je vais mettre en relation le consommateur et bien évidemment le client sur une plateforme, et derrière, je suis juste là pour structurer, et derrière, je vais pouvoir puiser ensuite une commission à chaque fois que quelqu'un a utilisé les services. Modèle locatif de bien, tout à l'heure le professeur parlait de comportements différents. Aujourd'hui, c'est vrai. On n'est plus dans la propriété. On veut consommer à la demande. On le voit bien. Airbnb, Zipcar, Airbnb. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des personnes qui consomment à la demande. J'ai un véhicule, je ne l'utilise pas en semaine. Je vais le mettre sur une plateforme et je vais permettre à X de pouvoir le louer quand je suis au bureau et de pouvoir encaisser une certaine somme. Et derrière, le modèle va être de pouvoir prendre une commission. S'il y a un modèle intéressant aussi, ce modèle hypermarché, on en a parlé rapidement hier, Amazon, Alibaba, donc c'est un gros supermarché avec pas mal d'offres, qui va vraiment regrouper pas mal d'offres, et derrière, je vais pouvoir prendre des commissions, mais ce qui est intéressant de voir dans ce modèle-là, c'est qu'il y a une notion de dégressivité. C'est-à-dire que plus je vais consommer, moins je verrai. On a des offres globales, c'est le terme Bruxelles. Ensuite, on va avoir le modèle par référence client. On l'a évoqué hier aussi, pour Tesla, Apple. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont essayé de faire le switch Apple, Samsung. Moi j'ai essayé, au début, ce n'est pas du tout évident. Donc on a une expérience client unique. On est attaché à son mobile et c'est difficile de switcher d'un espace à l'autre. Ce modèle-là, c'est vraiment travailler sur l'expérience client. Tisser un lien de fidélité avec le client de façon à ce qu'il soit vraiment lié et qu'il ait du mal à se détacher. Aujourd'hui, j'utilise Samsung et pendant 2-3 mois, il y avait de téléphone. Même s'il n'y avait pas de bus dans le deuxième. Parce que j'avais l'habitude. Voilà. Et dernier modèle intéressant, c'est le modèle à la demande. J'ai mis Africa. Africa, c'est le Uber, le Uber un peu à l'africaine qui rayonne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est à n'importe quel moment de la journée, n'importe où, je me connecte et je peux commander un taxi qui vient me récupérer et je paie à la course. Donc je peux, à n'importe quel moment de ma journée, commander. Donc ça, c'est vraiment des grands modèles traditionnels sur lesquels les entreprises africaines vont pouvoir s'inspirer, pouvoir insuffler une nouvelle donne. Rapidement, le premier cas que je voulais partager avec vous, je ne sais pas si vous voyez, mais là on est dans une pharmacie en RDC, et dans cette pharmacie, on peut ouvrir son compte bancaire. C'est le cas de la banque PPL Mobile, donc, qui a lancé l'année dernière une offre, le mobile banking. Donc tenez-vous bien, en un an, ils ont fait plus de 200 000 clients, plus de 38 milliards de transactions de flux financiers. Donc le modèle est simple. C'est de favoriser l'inclusion financière, et favoriser le mobile banking. Ce qui est intéressant de remonter ici, c'est que cette banque s'est créée avec 5 personnes en quelques semaines. Auparavant, quand on regarde les organisations aujourd'hui, quand on prend le résultat d'une banque, on a 4-5 directions avec des personnes en dessous. Et ça s'est créé en quelques semaines. Et pour la petite histoire, ils ont tout simplement pris un abonnement Internet pour pouvoir héberger leurs données dans le cloud, comme on le verra tout à l'heure. Avec une solution cloud, donc une plateforme digitale, ils ont lancé leur banque. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui cartonne, qui marche très bien et qui répond à un réel besoin d'inclusion financière en Afrique. Aujourd'hui, on a un taux de bancarisation très faible. Et ce type de solution va permettre, dans les zones rurales, de pouvoir envoler de nouvelles personnes qui vont derrière avec le business model. Le business model ici est simple. Je vais avoir un modèle de distribution, je vais l'appeler sur de l'agency banking, donc c'est l'épicier du village, c'est l'épicier du coin, qui lui sera rémunéré à la commission. Et derrière, moi, en tant qu'utilisateur, je vais être facturé à l'acte. C'est-à-dire que je ne vais pas payer comme aujourd'hui 10 000 francs ou 5 000 francs de frais mensuels, mais je vais payer à l'acte si je veux consulter cette information. Donc c'est vraiment des business models qui se différencient. Et ce qui est intéressant dans ce cas aussi à souligner, c'est que la banque TMB
amené à lancer une offre, l'offre PPD, dans une direction différente de la banque traditionnelle. Donc, on parlait tout à l'heure de coexistence à l'arrivée numérique. Le point à souligner ici, c'est qu'on ne peut pas faire ça en ancien. On ne peut pas dire qu'on va switcher complètement. Aujourd'hui, il y a une coexistence. En informatique, on parle de DSI bimodal, on a la DSI qui varie et la DSI plutôt traditionnelle. Cette coexistence-là, il faut faire avec. L'enjeu du digital en Afrique et ailleurs, ça va être comment est-ce que je fais coexister ces deux modèles-là. Comment est-ce que j'arrive à faire travailler les deux équipes. Comment est-ce que j'arrive à desservir mes clients, tout à l'heure on parlait de personnes hyper-connectées, hyper-connectées. Comment est-ce que j'arrive à gérer tous ces différents cas-là. Donc ça va être des expériences clients différentes, ça va être un parcours client différent. Et on va mettre l'accent sur des éléments qui ne sont pas toujours les mêmes suivant le client. Deuxième cas intéressant, je ne vais pas insister là-dessus, hier on l'a vu, c'est le cas d'Uber. Est-ce que je voulais juste souligner dans le cas d'Uber? Je pense que vous pensez, Uber c'est tout, c'est un taxi, mais qui n'a pas de taxi en réalité. C'est une plateforme en fait, qui met en interaction les clients et les chauffeurs. Et ce qui est intéressant de souligner dans le business model d'Uber, c'est que c'est un business model qui varie. C'est-à-dire que ce que Uber arrive à faire, c'est que typiquement on prend une période comme le samedi soir, puis il savent qu'il y a une grosse demande, tout le monde veut sortir, tout le monde veut se déplacer. Ils vont vous signaler, lorsque vous allez vous connecter sur votre application, que la course a triplé. On est passé de 10 000 à 30 000. Parce qu'ils savent qu'il y a une grosse demande. Donc pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser, ils vont l'utiliser. Et derrière, ce qui est intéressant aussi avec ce cas, c'est que derrière, aux périodes où on n'a pas beaucoup d'affluence, ils vont vous offrir des courses gratuitement. Donc ce qui fait que vous serez confortable avec le fait de payer plus, de payer 3 fois ou 2 fois plus. Parce que vous savez que derrière, vous aurez potentiellement une offre gratuite pour pouvoir vous déplacer par la suite. Et derrière, je ne vais pas insister là-dessus non plus, on peut choisir son niveau de confort, donc se déplacer dans un véhicule, se déplacer dans un véhicule avec des personnes. Donc tout ça, c'est des business models aujourd'hui qui révolutionnent et sur lesquels les entreprises africaines pourraient s'appuyer et construire de nouveaux business models. Je prends un exemple rapide, je pense que c'est le cas, donc on ne sait pas forcément réaliser sur une plateforme. On sait qu'aux périodes comme le Ramadan qui vient de terminer, le prix du mouton, le prix des denrées va augmenter. Et à la fin, il va baisser. C'est un peu le même mécanisme ici que Uber en Europe. Quand il y a beaucoup de demandes, de prix augmente, et quand il y a moins de demandes, ça baisse. Voilà. Donc on a vu rapidement quelques business models. Maintenant, c'est de faire une analyse rapide entre l'entreprise traditionnelle et l'entreprise agile innovante. Donc, aujourd'hui, l'entreprise agile innovante répond, et en état d'adéquation avec les gens, vous allez comprendre. Sur le plan de la stratégie, pour l'entreprise traditionnelle, on est plutôt sur de la conception de produits. Je fabrique un téléphone, je vais fabriquer mon téléphone, je mets ma chaîne de production, et je vais à la fin vendre le téléphone. Je vais mettre en place tous les mécanismes. Sur l'entreprise agile innovante, on va juste chercher à répondre à un besoin. Je veux répondre aux besoins du client qui veut se déplacer. Typiquement, je veux répondre aux besoins de l'entreprise, du restaurant qui fabrique des sushis et du client qui veut l'acheter. Donc je crée une entreprise qui, elle, va par exemple être responsable d'aller chercher le plat dans le restaurant et de le livrer au client. Donc c'est vraiment qu'on répond à un besoin. On n'est plus dans je veux vendre un produit à tout prix, c'est je réponds à un besoin client à un instant T. Au niveau de la structure, dans les entreprises traditionnelles, on a une organisation verticale avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Hier, Véronique parlait de 5 à 6 mois pour changer un formulaire. Donc, avec des niveaux de validation, une complexité énorme. Alors que dans les entreprises agiles, on va parler d'organisation horizontale. On le verra tout à l'heure avec la Société Générale, qui va passer d'une organisation verticale à une organisation horizontale. Horizontale, c'est tout simplement le fait de dire que je n'ai pas 10 000 niveaux hiérarchiques. J'ai des petites équipes qui ont travaillé sur des sujets bien précis. On a parlé aussi avec la notion de pizza hier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais j'ai des petites équipes qui vont être attachées directement au code management
pouvoir développer, construire de façon plus rapide, pour pouvoir desservir et limiter le temps de market plus rapidement. Donc, concernant les systèmes, je pense que tout à l'heure, il y a un intervenant qui va parler. Donc, on passe du mainstream, du legacy, du gros système où on va mettre 1 an pour faire un projet, 10 000 spécifications fonctionnelles à faire. On va passer au mode digital, avec des plateformes digitales qui sont souvent dans du cloud. Après, la question va se poser à savoir, est-ce que je fais du cloud privé? Est-ce que je fais du cloud privé? C'est vraiment toutes ces notions-là. Donc, on va être dans une notion d'usage. Je veux louer un espace sur une plateforme. Exemple, hier on parlait du CRM, donc Salesforce qui est un CRM, donc CRM c'est tout ce qui est gestion de relations clients. Je veux gérer ma relation client, je ne vais pas acheter un logiciel, acquérir les systèmes, prendre les licences, non. Au travers d'Internet, je peux prendre un abonnement sur une plateforme numérique, et là je crée mes comptes, je vais pouvoir gérer mes clients depuis le cloud. Après la question se pose à savoir, c'est la même question, où est-ce que les données sont stockées? Et derrière, c'est les réglementations qui vont arbitrer sur ce point. Et ce qui est important de souligner ici, c'est qu'on va être sur des plateformes où les modifications vont aller beaucoup plus rapidement, le mode de l'écrit va être beaucoup plus différent. Donc en termes de style, dans les entreprises traditionnelles, c'est plutôt on a la culture du succès, on a du mal avec l'échec, contrairement aux entreprises agiles du moment où on n'a pas peur de l'échec. Et on a la notion hier qu'on a utilisée, qui est tout ce qui est minimum viable product, ou du proof of concept, où pour construire un produit, on va se dire, ok, je veux construire un produit. Quelles sont les fonctionnalités de base? Quel est le minimum que je peux mettre sur le marché? On va se concentrer et concevoir un produit en un temps record et le mettre sur le marché. Ensuite, on va tester. On va voir. Est-ce que ça prend? Est-ce que ça ne prend pas? Et ensuite, on va incrémenter. Donc, on n'est plus dans la notion du produit fini.